Eh bien, merci aux personnes. Tout de suite, c'est une autre séance que nous vous proposons à la découverte d'un livre. Il tenait à cœur à Dimitri de Koshko, que tout le monde connaît ici, de faire connaître l'œuvre et la vie de son grand-père, Arkady de Koshko, dernier chef de la police judiciaire de l'Empire des Romanov, auteur de Détective du Tsar et sous-titré « Les incroyables enquêtes de Sherlock Holmes russe ». C'est chose faite grâce à l'éditrice Marie Renaud, que nous accueillons là, des éditions Masha Publishing. Traducteur Dimitri de Koshko et éditeur Marie Renaud nous font découvrir l'œuvre. Alors, bonsoir. Donc, j'ai vraiment la joie ici de présenter un livre que nous allons publier, qui va sortir dans 2 semaines. Donc, il est presque imprimé là. Donc, c'est des livres comme on les aime. Ce sont des livres qui surprennent, ils sortent vraiment du commun, qui nous passionnent et qui nous enrichissent en même temps. Et donc, nous remercions Dimitri de Koshko qui nous a offert cette immense joie de pouvoir publier ce livre qui s'appelle donc Détective du Tsar. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que ici, différentes facettes s'imbriquent et il y a toujours un sens qui cache un autre. Et d'abord, c'est avant tout un polar absolument passionnant qui est digne de Conan Doyle, qui présente des enquêtes policières. Donc, il y a des faits divers, des meurtres sanglants, des casses, des escroqueries, des affaires d'État, comme la recherche d'ailleurs du corps de Raspoutine. Donc, tout ça, ça paraît vraiment sorti des enquêtes de Sherlock Holmes, c'est sorti vraiment de ses aventures. Et ce qui est intéressant, que tout est vrai. Donc voilà une autre dimension de ce livre, celle du témoignage historique inédit et qui présente en fait la dernière décennie de cette Russie tsariste qui est juste vraiment la Russie pré-révolutionnaire. Et il présente, c'est l'histoire de ces dernières années, d'un point de vue totalement nouveau et à travers les récits très prenants, permet de visiter tous les milieux sociaux de la Russie et d'en comprendre le fonctionnement de l'intérieur grâce à des descriptions vraiment très justes et des portraits, une galerie de portraits saisissante. Et donc, le secret de cette justesse réside dans le fait que l'auteur a réellement l'expérience du terrain et a vécu toutes les scènes qu'il a décrites. Et donc, l'auteur de ces récits, c'est Arkady de Koshko, qui était le chef de la police criminelle judiciaire de Moscou, avant de prendre la tête de la police judiciaire de tout l'Empire russe, et d'ailleurs dont il modernisera les techniques. Et c'est là, on rejoint enfin la troisième dimension de ce livre, c'est que c'est une magnifique histoire familiale. Et nous avons en la personne de Dimitri de Koshko un lien avec ce personnage historique. C'est le lien en fait avec ce personnage historique qui est l'auteur de ce livre. Et donc, il est en quelque sorte le prolongement. Donc, parce que c'est vraiment donc l'arrière-grand-père de Dimitri qui a écrit le livre et Dimitri l'a traduit. Il l'a annoté, commenté et enrichi pour que tous ces récits soient compréhensibles et vraiment soient un témoignage incroyable de cette histoire russe. Et donc, j'ai ma première question, Dimitri, c'est vous êtes né donc 23 ans après la mort de votre arrière-grand-père. Et racontez-nous comment avez-vous retrouvé les écrits de votre aïeul et comment votre famille a conservé sa mémoire et son héritage. Bonsoir tout le monde. Merci Marie, bonjour, merci Christine. Écoutez, en fait, il y avait déjà des récits, donc l'arrière-grand-père, lorsqu'il a émigré, qui s'est retrouvé en France, sur insistance de sa famille et avec l'aide, il faut bien le dire, de sa belle-fille et de son neveu, écrit des mémoires qu'il a écrit essentiellement de tête ou en cherchant quelquefois dans les archives, dans les bibliothèques en France pour se remettre en tête des noms ou des dates exactes. Mais dans l'ensemble, il a quand même une mémoire fabuleuse.
Tout ça est donc été écrit en russe. Il y a même eu une traduction chez Payot à la fin des années 20. Mais je dois dire que ma vie à moi était assez remplie et du coup, je m'en occupais pas trop de ce qui nous restait. Pourtant, la personnalité du grand-père était forte. Et bien évidemment, j'ai abondamment entendu parler par ma grand-mère, notamment, et par ma tante aussi, mais même par mon père, de cette personne qui avait déjà marqué, même dans la vie familiale, avait marqué par sa perspicacité, paraît-il, assez fabuleuse. Ma tante se plaignait terriblement alors qu'elle était enfant. Elle était née en Ruscor en Russie, elle a eu tout l'exode avec lui et avec sa mère et son père étant le fils d'Arcadie. Eh bien, disait que quand il lui arrivait de ne pas dire toute la vérité à sa maman quand elle rentrait de l'école ou quoi, c'est le grand-père qui l'attrapait en lui disant « Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ?» Et ça, c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce que vous avez dit justement, l'aspect roman policier. Bien évidemment, il y a un aspect roman policier. Et c'est pour ça que vous avez fait la comparaison avec Conan Doyle et Sherlock Holmes, parce qu'en fait, c'est la presse de l'époque. Et c'est déjà en Russie qu'on a commencé à le surnommer Sherlock Holmes russe. Mais bien évidemment, c'est essentiellement dans l'immigration. Il y avait un journal dans l'immigration dans les années 20 et 30 qui était un très bon journal qui s'appelait La Russie illustrée, Illustrée Россия, dans lequel il a commencé à publier ses récits. Ce qui l'a poussé en fait à ramasser ensuite ses récits pour en faire un livre. Et puis 3 livres en fait. Moi, ce que j'ai retrouvé quand j'ai eu plus de temps et que l'âge aidant, on se met à se pencher sur ses racines, ce sont des valises dans lesquelles il y avait des papiers pliés en 4, écrits au crayon, très serrés pour économiser, parce qu'évidemment, ils étaient sans un sou dans l'immigration, et où il y avait des récits dont certains n'avaient pas du tout été publiés. Et il y avait notamment un des récits dont ma grand-mère m'avait pas mal parlé dans mon enfance et dans ma jeunesse, et qu'elle souffrait de ne pas avoir pu publier, et l'arrière-grand-père c'était pareil, qu'il n'avait pas pu publier de son vivant, qui concernait une affaire qu'on appelle l'affaire Bélis, qui est une sorte d'affaire Dreyfus à la russe. Alors on en parlera après si vous voulez bien, parce que c'est presque un sujet à lui tout seul. Mais donc sur les romans policiers, bah oui, c'est des enquêtes. Nous on a choisi pour ce livre une vingtaine de récits qui donnent une idée effectivement de la Russie de cette époque, qui varie le type de crime, le type d'enquête sur lequel a eu à travailler l'arrière-grand-père. Alors ça va de l'organisation elle-même de la police, ça c'est une explication un peu générale qu'on a choisi de garder, parce qu'en même temps, elle témoigne de pas mal de couches sociales dans Moscou et dans les grandes villes. Et puis, il y a des vols. Il y a des vols d'un diamant rose, il y a le casse de la banque de Kharkov, qui est une des grandes dernières affaires sur lesquelles il ait pu travailler avant d'être chassé par la Révolution. Il y a des crimes absolument épouvantables, notamment un crime qui a lieu à Penza. Bref, il y a une description de plusieurs endroits de la Russie d'avant la Révolution, et il y a un témoignage qui est très précieux, parce que c'est le témoignage d'un homme qui est un haut fonctionnaire du régime,
mais qui est en même temps confronté à toutes les couches de la société et qui en plus a une très grosse sensibilité et sociale et nationale, avec une grosse compréhension, une très bonne compréhension, pardon, une très bonne compréhension et une sensibilité à toutes les couches qu'il pouvait y avoir dans l'Empire et à toutes les nationalités qui composaient cet empire. Et ça, il en parle bien et il l'a vécu bien parce que dans son arrivée à la police, c'est tout sauf un Vidocq une amie m'a mentionné en disant ah, Vidocq russe. Non, il n'y a rien d'un Vidocq, il n'a jamais été bandit. Au contraire, il est originaire de la noblesse et il est militaire comme il convenait dans ce milieu. Il fait une école d'officier et puis il devient officier dans une ville de province et il en a marre. Il en a marre, c'est pas son truc, et il quitte l'armée pour aller dans la police. Ce qui, à l'époque, dans ce milieu de la noblesse russe, je pense ailleurs aussi, mais enfin, est complètement inconcevable. C'est inconcevable. C'est un métier qui est épouvantable. Enfin bon, et en plus, c'est une dégringolade sociale. Alors du coup, presque toute la famille coupe avec lui, sauf son frère, qui en gros fait la même chose d'ailleurs, avait déjà quitté, c'était son frère aîné, avait quitté lui aussi l'armée parce qu'il en avait marre et parce qu'il voulait servir son pays en temps de paix. Or, l'époque était plus ou moins en temps de paix. Donc, et lui il deviendra plus tard un gouverneur. Mais j'avais une question par rapport à ça, parce qu'effectivement, il devient finalement un enquêteur hors pair. Il excelle dans toutes les enquêtes qu'il décrit et que nous avons publiées. Il les a toutes vraiment résolues. Et il a finalement révolutionné ces techniques policières des enquêteurs russes. Et même certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant à souligner. Donc, il y a quand même, vous avez énuméré un certain nombre de ces... Oui, alors c'est vrai. Alors bon, donc je dis, quand il a quitté sa carrière d'officier, donc il va à Riga, où il commence sa carrière de flic à Riga, au plus bas de l'échelle, qui plus est. Oui. Il devient chef de la police de Riga et jusqu'à la révolution de 1905, il est chef de la police de Riga. Donc, quand je parlais des aspects des nationalités, des aspects d'une criminalité d'une ville portuaire essentielle de l'Empire russe tout de même, hein, il faut bien voir que c'est quelqu'un qui effectivement vient d'un certain milieu, qui a une certaine éducation, qui a une vocation de police judiciaire, d'enquêteur, de recherche, de criminaliste, et qui effectivement met au point dès Riga des nouvelles technologies en matière de recherche criminelle. C'est toutes les fiches anthropométriques, une classification très soigneuse et un établissement de fichiers avec photographie des différentes personnes interpellées ou arrêtées, des différents criminels par spécialité. Puis ensuite, c'est les empreintes digitales qui ont déjà été élaborées notamment en Croatie, en Angleterre, en France. C'est pas Bertillon l'inventeur hein, des empreintes digitales, mais c'est vrai que c'est Bertillon qui a fait la première découverte d'un crime grâce aux empreintes digitales. Et l'arrière-grand-père, lui, eh bien, il perfectionne le système et il élabore un système de fichiers et de classification des empreintes digitales. Parce que les empreintes digitales, c'est vrai qu'elles sont uniques, mais il faut encore trouver les traits pertinents qui permettent de classer et de retrouver un criminel à partir d'une empreinte digitale laissée sur un objet quelconque. Donc, il classe ces empreintes digitales et Scotland Yard, effectivement, lui emprunte son système. Par ailleurs, il utilise le téléphone, il utilise les voitures. C'est, si vous voulez, c'est la bande à Bono côté flic. Il est effectivement, il utilisera d'ailleurs aussi
les chiens policiers. Il y a un récit dans le livre sur un des chiens policiers d'ailleurs. Oui. Il est dans les nouvelles technologies avec une coopération avec les autres polices. Et il arrive, quand il est nommé à Moscou, il est nommé dans une police criminelle qui est en pleine décadence, qui est totalement corrompue, et ça se passe après la révolution de 1905, ça se passe en 1908, et il réorganise tout ça, c'est expliqué dans le livre, c'est raconté comment il fait, et il parvient à un résultat qui est en 1913, au congrès de criminologie de Genève, fait que la police de Moscou, la police judiciaire de Moscou, est déclarée la meilleure du monde parce qu'elle a le plus bas taux de crimes non découverts. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur le personnage. Même effectivement, Scotland Yard veut l'embaucher, je crois, après son exil forcé ensuite, mais il refuse apparemment. Donc, il ne veut pas travailler pour les Anglais. Non, c'est pas ça. Il veut bien travailler pour les Anglais parce que non seulement il peut travailler pour les Anglais, mais il a travaillé pour les Anglais et avec les Anglais lorsqu'il a dû émigrer et qu'il s'est retrouvé à Constantinople. Parce qu'il est obligé de quitter la Russie, il va se faire fusiller. D'abord, il démissionne de son poste de chef de la police de tout l'Empire. Il quitte Saint-Pétersbourg, enfin Pétrograd à l'époque, Pétrograd pour son domaine à l'ouest de la Russie. Là, intervient après la révolution de février et la révolution d'octobre, des paysans et des agitateurs viennent tout piller dans le domaine. Ils sont obligés de chercher un emploi, il revient sur Moscou. Et là, à Moscou, il y a des anciens collègues de la police qui sont restés avec les Rouges, qui le préviennent en disant « Attention, on vous recherche, ils veulent vous fusiller ». Donc, il est obligé de s'enfuir. Il fuit, il se retrouve en Ukraine, il se retrouve à Kiev, où il est coincé d'ailleurs. Et c'est à Kiev, bizarrement, qu'il rencontre sur le Khreshchatyk, c'est-à-dire les Champs-Élysées de Kiev, si vous voulez, il rencontre deux des personnages qu'il avait arrêtés il y a quelques années, qui avaient commis le hold-up de la banque de Kharkov. Et il les rencontre en se disant « Je suis foutu, ils vont me livrer ». Et les deux montent en l'air, lui disent « Vous savez, nous, on déteste les bolcheviks au moins autant que vous. Si on voit que… parce qu'il a été obligé de fuir, il n'avait que sa chemise et sa veste, c'est tout. Et donc, on voit que c'est des vêtements usés, que ça ne va vraiment pas bien. Ils lui disent « Vous ne voulez pas qu'on vous prête de l'argent ?» Bon, lui, évidemment, refuse. Ils lui disent « Mais non, ne vous inquiétez pas, maintenant, on est devenu honnête. Maintenant, on fait un bon business, on peut vous aider. » Alors, il refuse, et puis il ne le dit pas dans ses mémoires parce qu'il ne veut pas risquer de leur nuire, parce qu'eux sont restés peut-être en Russie, il ne sait pas quand il écrit ses mémoires, mais en fait, dans la famille, on m'a dit qu'ils avaient aidé, en fait, à quitter Kiev. Donc, vous voyez, ce qui veut dire quand même que la relation entre certains bandits, pas tous, mais et lui, le flic, fait qu'il ne les a pas maltraités, quoi, ces bandits. Bon, ceux-là étaient particulièrement des bandits d'honneur, quand même. C'était ce qu'on appelait des Varsoviens, c'est-à-dire des bandits polonais qui étaient très élaborés, qui étaient des cambrioleurs, eux aussi, de haute technologie. Donc, c'était un peu particulier. C'était une noblesse dans les hors-la-loi, quoi. Mais voilà. Et lui, il se retrouve en Crimée, où il va être le chef de la police de Wrangel, qui à l'époque commande donc les armées blanches. Et puis, ça dure 6 mois. Et là, c'est l'évacuation. Et il se retrouve à Constantinople, qui est en fait contrôlée par les Anglais à l'époque. On est en 1920, en novembre 1920, l'évacuation de Sébastopol. Et il est à Constantinople, il ouvre un bureau de détective privé.
Et c'est les Anglais qui lui donnent une licence de policier. Et ils le connaissent. Et au bout de quelques mois, il devient en fait le meilleur flic de Constantinople. Et les Anglais, du coup, s'adressent à lui lorsqu'ils ont des affaires difficiles. Et les affaires difficiles, y compris, il y a eu une affaire de fausse monnaie où c'est, ma foi, quelqu'un de la famille du sultan qui s'occupe de cette fausse monnaie. Et l'arrière-grand-père le découvre et découvre son réseau. Les Anglais l'arrêtent. Ça se passe assez mal d'ailleurs, hein, parce que quand il traverse le Bosphore, il y a même un bateau avec des soldats anglais qui est coulé. Enfin, et évidemment, une fois que Mustafa Kemal prend le pouvoir, et bien, dans la mesure où c'est une licence qui est donnée par les Anglais, et dans la mesure où voilà un policier qui risque de découvrir un peu trop de choses gênantes, eh ben, il dit, je vais vous donner aux bolcheviks. Donc, l'arrière-grand-père, il est obligé de partir. C'est là que les Anglais lui proposent de venir à Londres travailler, mais à une condition, c'est qu'il devienne sujet de la couronne britannique. Et là, les mots jouent. Ça serait que la citoyenneté, à la limite, je pense que ça serait peut-être passé. Mais sujet de la couronne, ça n'est pas passé parce que lui était sujet de la couronne des Romanov, du tsar de Russie. Donc, il est resté vraiment russe et fidèle à cette Russie qu'il a dû quitter. Donc, elle a forcément un petit peu souffert de son exil forcé. Oui, il est resté en France, du coup. Ouais. Et effectivement, vous avez beaucoup travaillé aussi sur ces récits. Vous avez annoté, commenté les textes, effectivement parce que effectivement, ça se lit comme une histoire, un polar, voilà, d'enquête. Mais effectivement, il y a un tel fond historique que il faut, pour comprendre certains enjeux, certaines ficelles, il fallait annoter effectivement le texte du grand-père. Et est-ce que finalement cette Russie où il a travaillé, forcément, quelle était finalement cette Russie, quoi? Donc elle était déjà à la veille de, justement, il a dû voir tout ce bouillonnement qui se mettait en place et qui était quand même aussi déjà un peu les dernières heures de l'Empire. Oui, bien sûr. Enfin, ceci dit, n'oubliez pas, c'est un haut fonctionnaire, c'est un monsieur qui est plutôt du côté aisé de la société, mais qui voit tous les autres pans de la société, toutes les autres couches. Et en plus, comme il le dit lui-même d'ailleurs, il dit, moi, dans mon cabinet, il y a quand même en 25 ans ou en 30 ans de carrière, j'ai vu passer des gens de toutes les couches sociales de la Russie qui, dans mon cabinet, déballait tout. C'est comme chez un confesseur. Hein. Donc, il a une vision du pays qui est loin d'être dans la langue de bois. Et il le livre, il le donne, il le dit. Et en ça, c'est très intéressant. Comme quand il se retrouve effectivement en émigration en France, évidemment qu'il il est obligé de travailler un truc alimentaire dans un magasin de fourrure, enfin dans un dépôt de fourrure, mais et puis le soir, il écrit ses mémoires et il rêve, comme il le raconte dans sa préface que vous publiez, il rêve à ces héros négatifs. Ouais. En s'en souvenant, mais il faut bien dire qu'il quitte un pays, la Russie, et c'est présent ça aussi, qui est loin d'être un pays complètement arriéré, comme on a tendance quelquefois à le présenter dans nos manuels d'histoire, même à nous, qui est dans l'historiographie soviétique, bien évidemment, hein, qu'on va présenter comme le pays attardé, arriéré, où il y a eu la révolution pour cette raison. Alors c'est vrai que c'est un pays où il y a une inégalité énorme entre les différentes couches sociales, mais c'est un pays qui est en plein boom économique. C'est un pays qui est en plein développement. Et c'est d'ailleurs une des contradictions justement entre cette industrialisation, cette modernisation du pays d'un côté et cette masse paysanne qu'on a du mal à tirer, qu'on a du mal à prolétariser,
malgré ce qui a pu se faire avec la libération du servage, qui a été pas bien menée jusqu'au bout, et celui qui aurait voulu la mener jusqu'au bout, en l'occurrence un premier ministre qui s'appelait Stolypine, il a été assassiné, et on ne sait pas bien par qui, parce qu'il n'arrangeait pas forcément tout le monde. Donc, il témoigne, il vient d'un pays qui était en plein développement, en plein boom. Et une des interprétations d'ailleurs, c'est que le développement rapide de la Russie risquait d'en faire la première puissance européenne, ce qui n'arrangeait pas du tout ni l'Allemagne, ni sans doute la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Donc il y a tout un aspect paradoxal, mais qui est ressenti effectivement dans son immigration et dans toute l'immigration justement dont parlait tout à l'heure Varlamov, l'immigration d'après la Révolution, ce qu'on appelle l'immigration blanche, qui n'était pas que blanche, à Paris, où justement ils avaient un mal fou à arriver à communiquer le fait qu'ils étaient d'un pays qui se développait très vite. Ça s'est vu du reste, puisqu'il y a énormément de Russes qui ont joué un rôle dans plein de domaines, y compris scientifiques, de développement, d'ingénieurs et évidemment artistiques. Donc, c'est aussi, ça fait partie aussi des idées reçues qui sont un peu remises en place. Je pense que oui, ce livre a cet intérêt d'être à la fois des récits passionnants, ça c'est le côté polar, et puis d'être un tableau qui donne réellement à sentir et à comprendre la société russe de l'époque, qui a l'avantage d'un bon équilibre, parce que justement c'est une personne qui est à la fois un haut fonctionnaire, donc partisan du régime en place, mais en même temps très sensible et connaissant bien les autres aspects. Et ça se voit dans ce à quoi vous avez fait allusion, les aspects politiques. C'est l'arrière-grand-père se gardait de toute implication politique. Il était la police criminelle, judiciaire, et il ne s'occupait pas de politique. Mais quelquefois, la politique est venue le chercher. Ça a été le cas pour l'affaire Bélis-Dreyfus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un crime qui a été découvert à Kiev d'un gamin de 13 ans dont le corps a été percé d'un poinçon en plusieurs endroits, vidé de son sang, et qui a été retrouvé dans une grotte ce qu'on appelle le quartier du Podol. Et au lieu de mener une enquête policière correcte, l'enquête a été sabotée et très rapidement, comme vous le savez, ça a été orienté par une accusation contre les Juifs qui auraient pratiqué un rituel pour préparer les matzot de Pessah. Et donc, on accuse les Juifs et ça dure pendant 2 ans. La Russie est complètement divisée, comme dans l'affaire Dreyfus. Et l'arrière-grand-père là-dedans ne s'en mêle absolument pas. Ouais. Et on vient le chercher. Ouais. On vient le chercher à la fin seulement. Et disons que c'est là que lui reprend toute cette enquête. Et c'est grâce à lui que Bélis n'est pas condamné. Merci Dimitri, merci Marie. Nous n'avons pas de questions. Si vous avez 2-3 choses à ajouter très très rapidement, c'est maintenant. Bien, il faut absolument découvrir ces récits, c'est passionnant. Il y a effectivement, moi j'aime beaucoup celui qui parle de comment on a découvert le corps de Raspoutine. Je sais que Dimitri n'aime pas le personnage de Raspoutine, même si... Sur Raspoutine, on peut le dire, effectivement. Ce qui est amusant, là aussi, c'est la 2e fois aussi qu'on vient le chercher pour des affaires politiques. Alors, il raconte que quand il oblige la police de Pétrograd à aller chercher Raspoutine qui a disparu. On ne sait pas où il est. Il a disparu. Et on doit le chercher. Et il demande donc, il réunit ses officiers de police en disant, bon ben voilà, il faut qu'on cherche Raspoutine. Et il dit, c'est la première émeute que j'ai eue en 30 ans de service. Les flics disent, écoutez, les gendarmes, alors les gendarmes, c'est la fameuse Okhrana, c'est-à-dire la police politique. Et évidemment, il y avait la guerre des polices
Donc on n'aimait pas l'Okhrana du côté de la police criminelle, au point même que l'arrière-grand-père a été surveillé par l'Okhrana à plusieurs reprises. J'en ai retrouvé ça dans les archives, justement, des valises. Eh bien, il dit, bah, écoutez, il faut le rechercher. Ouais, les gendarmes l'ont paumé, ils ont qu'à le chercher eux-mêmes. Finalement, c'est quand même eux qui cherchent Raspoutine. Ils le trouvent dans un des petits bras de la Neva. Intéressant. Le Raspoutine est tué, ils ont tenté de l'empoisonner, etc. Il est tué de 3 balles, dont une seule est mortelle. Et vous savez qui l'a tiré, cette balle mortelle? Et non. L'agent anglais qui était avec Yusupov. Merci Dimitri, c'est un scoop. On peut réécouter ces rencontres, merci Marie aussi, on peut réécouter ces rencontres sur notre site journéedulivrerusse.com. Nous allons nous quitter avec un poème de Daniel Harms, Qu'était-ce ? Mais avant, n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver les Journées du livre russe à 15h avec une table ronde tout à fait passionnante, Guérison et vie éternelle, dans le roman de Boris Pasternak, le docteur Givago, avec Georges Niva, Irina Emelianova, qui a bien connu Pasternak, tous les deux ont bien connu Pasternak, avec aussi Anna Sergieva-Klatis. Yves Gauthier sera le modérateur. Il y aura des lectures de poèmes de Yuri Givago. Et puis, ce sera ensuite Pierre Glachant qui accueillera Cédric Gras pour son livre Les alpinistes de Staline. Et enfin, Anne Coldefille-Focard et Elana Balsamo, écrivain et critique, présenteront le recueil 8 milliards de cendrillons, publié aux éditions de l'Inventaire, qui réunit un panel de brillants écrivains contemporains, de jeunes écrivains. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette première tentative de journée en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Я шел зимой вдоль болота, в галошах, шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то. На металлических крючках. Я побежал скорее к речке. А он бегом пустился в лес. К шагам приделал 2 дощечки. Присел. Подпрыгнул и исчез. И долго я стоял в речке и долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки.